Eh bien donc, troisième partie de notre numéro 11 du podcast anonyme. Nous allons parler d'un jeu qu'il est vachement attendu, qu'il fait vachement parler de lui, et qui effectivement est au centre de l'actualité. Nous allons parler de Symbaroum, et notamment pour sa traduction VF, parce qu'on nous a beaucoup accusé de snobisme et de parler que de jeux en VO, et là pour le coup une VF toute chaude, je crois qu'il est sorti il y a 15 jours, oui, quelque chose 3 comme semaines. ça, ouais, en boutique. Ouais. Voilà. Donc je te laisse la parole. D'abord, bonjour mon ami JB. Je ne t'ai pas salué, Non, excuse-moi, mais voilà, c'est et pas pourtant le podcast anonyme c'est la convivialité, toujours. Voilà. Voilà, donc Symbaroum. Je ne sais pas à quel point la sombritude de la couverture passera bien à la caméra. Parce que le crépuscule tombe et Davokar s'assombrit, comme ils le disent très bien sur la couverture. C'est un jeu de Medfan, peu gothique, peu sombre et... C'est-à-dire qu'ils ont des talonnettes comme ça, ils écoutent du goth metal du suédois. suédois, d'accord. Car c'est un jeu suédois à la base. Ah, ceci explique cela. Voilà, qui a été édité par Jernringen. Alors j'utilise mes 8 ans d'allemand qui datent d'il y a plus de 20 ans. Donc t'es 28 ans d'allemand en fait en réalité. Voilà, pour essayer de dire la prononciation de jeu. C'est sorti en 2013 en Suède. La boîte a elle-même fait sa traduction en anglais suite à un Kickstarter. Le jeu est sorti en 2015 en anglais. Et c'est là que j'ai découvert le jeu et voilà, j'ai kiffé beaucoup. Et d'ailleurs, Franck est trop modeste pour vous le dire, mais c'est un des premiers à avoir parlé du jeu dans la communauté francophone, et on peut même quasiment dire que c'est lui qui l'a présenté à la communauté francophone. Voilà, il ne vous l'aurait jamais dit, mais moi je vous le dis. Merci. Et la version française est sortie donc au tout début mars, fin février, début mars 2017, pour ceux qui nous regarderaient dans 3 ou 4 ans, on ne sait jamais, hein, ça peut toujours arriver. Et suite à une campagne de financement participatif qui a été faite l'année dernière par AK Games, ou AKA Games, ou AK Games, je ne sais pas comment ça se prononce. Il n'y a rien à voir avec une... Qui est une boîte française d'ailleurs, grâce un machine gun, non, ça... Non, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que Symbaroum ? Symbaroum, c'est un jeu d'environ 270 pages, qui est un tout-en-un. Règles, univers, bestiaire, scénario fourni à la fin, conseils pour le maître de jeu, etc. Qui est magnifique. Les illustrations sont juste à tomber. L'un des bonus du financement français, c'était un artbook uniquement pour ceux qui finançaient le jeu. Donc, c'est pas déplacé de dire que c'est un des plus beaux jeux Medfan sortis de ces dernières années. Sans aucun problème. Il est absolument somptueux. Il est vraiment somptueux. Le style des images, c'est honnêtement, comme d'habitude, on aura des jolies captures, vous allez voir, c'est magnifique. C'est un livre donc, qui était composé de 3 parties. Il y a d'abord l'univers, sur 60 pages, une soixantaine de pages, qui décrit les différents peuples en présence et surtout l'énorme forêt d'Avokar autour de ce jeu, auquel je reviens après. Il y a un livre du joueur, une centaine de pages sur les règles, les personnages, les différents systèmes de jeu et autres. Et puis, pour finir, un livre de meneur qui contient des règles un peu plus spécifiques comme la corruption, les bestiaires, comment mener dans le monde de Symbaroum, qui est une histoire basée sur la corruption, la découverte, l'écologie. C'est un des thèmes très très importants. Et puis un bon scénario d'intro à la fin de 25 pages, qui est un petit peu simpliste et linéaire. Pas évident d'avoir un groupe très, très hétéroclite à mettre dedans. Par contre, il traite vraiment bien de tous les thèmes du jeu, et il est très intéressant pour les MJ pour comprendre qu'est-ce que Symbaroum et vers quoi la campagne est censée mener. C'est vraiment un très bon scénario d'introduction de campagne. La campagne suit, il y a une campagne qui a été il y a une campagne qui est prévue, qui a déjà commencé à être éditée en Suède. Peut-être que en anglais elle a été traduite, mais la campagne devrait sortir aussi en français par la suite. Alors, l'univers. Tout se déroule autour de la gigantesque forêt d'Avokar, où il y a moult siècles se situait le grand empire de Symbaroum, et dont la magie a corrompu tout le monde.
l'Empire s'est effondré, et il ne reste plus que des ruines planquées dans les arbres, et peut-être des trésors cachés qui attirent les aventuriers. Ouais, bien sûr. D'accord. Le temps s'étant évolué, autour de cette forêt vivent 12 tribus barbares qui parfois se font la guerre, parfois s'allient, mais qui vivent dans une certaine osmose avec la forêt. Forêt qui est protégée par les elfes, qui sont un peu les méchants du jeu. D'accord. Voilà, chose qu'on retrouve aussi dans Shadow of the Demon Mais Lord. alors, en fait, tu m'as enlevé une question que j'allais te poser, parce que ça fait quand même ça... la corruption, voilà. Oui, Il y a beaucoup de choses en on commun, est vraiment dans deux jeux qui se dévinent, enfin je reviendrai après sur le système. C'est deux jeux que j'ai lus quasiment en même temps, et je me suis demandé si... Enfin voilà. Donc voilà, il y a une sorte d'équilibre un peu précaire entre les tribus barbares et les elfes. Et arrivent, j'ai envie de dire d'une certaine façon, les rescapés qui viennent du sud, de l'autre côté de la chaîne montagne des Titans, qui viennent d'Ambria. Alors ce sont des Ambriens, c'est pour les fans d'Ambre, c'est un petit peu voilà. Qui viennent du sud, ils ont mené une très longue guerre contre Ils sont des humains. Ce sont des humains. D'accord. Contre les barbares sont aussi des humains. C'est quand même relativement humano-centré comme D'accord, parce que quand tu parlais de montagne des Titans, moi j'imaginais les envahisseurs. C'est juste que les montagnes sont très grosses. D'accord, ok. Et donc ils ont une très grande guerre contre les sombres guerriers. Leur reine a été kidnappée, ils viennent de la récupérer. Enfin bon, il y a vraiment toute une histoire, toute une mythologie intéressante qui est vraiment qui passe en assez peu de pages, qui est vraiment très bien. T'avais dit 60 pages, hein, c'est ça Oui, ça contient l'historique, la description de la forêt, des 12 tribus barbares, des villes qui sont autour, le commerce, les machins. C'est très digeste. Ouais, totalement. C'est vraiment excellent. Et donc voilà. Et maintenant que les réfugiés viennent d'arriver vers la forêt, qu'ils ont commencé à construire des villes et à battre des arbres, tout l'écosystème de la forêt, et bien sûr... La cohabitation est compromise. Voilà, des gens qui viennent aussi chercher des trésors pour financer tout ça, et qui lancent des expéditions dans la forêt. Et donc, qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu? On joue principalement des gens qui vont aller, effectivement, mener des expéditions dans la forêt. Ça peut être pour connaître le passé, étudier, la protéger, ou au contraire la piller. Là, il y a vraiment du choix, ça dépend de est-ce qu'on va s'allier avec les barbares, est-ce qu'on va se rendre compte que les elfes sont peut-être pas forcément des méchants, ils sont juste là pour protéger quand même assez violemment. Puis il y a les gobelins qui sont au milieu, qui sont une des races jouables. D'accord, voilà. Encore une fois comme dans Shadow of the Demon Lord. Exactement. On peut jouer 4 races, donc il y a les humains, qui est la race principale, les gobelins qui sont un petit peu quelque part les seules créatures de la forêt qui ont bien voulu s'associer avec les humains pour commercer, les ogres, parce que voilà, il faut quand même des gros balaises, et les changelings qui sont des humains qui ont été enlevés par les elfes et qui reviennent encore une fois, ça m'évoque quelque chose, des changements, enfin il y a vraiment il y a pas mal de choses qui sont en commun entre les deux jeux, c'est assez intéressant. Créer un personnage, on choisit un des 3 archétypes, guerrier, mystique ou roublard. Ah bah c'est exactement les archétypes dont je parlais dans Beyond the Wall. Dans la vidéo précédente, tout à fait. Ouais. Chacun des archétypes est décomposé en 4 classes peut-être. Et en fait, tel que c'est fait, ce sont des propositions de tiens, pour créer votre personnage, vous devriez faire ça. Alors, je tiens à le dire, il faut les suivre. Le jeu est rude, l'univers est rude, et leurs archétypes et leurs classes ont été pensés pour être des personnes qui ont des chances de survivre dans l'univers difficile qui est oui, donc c'est un jeu à taux de mortalité. Enfin, oui. On n'est pas dans du pulp où les héros sont spontanément, on va dire, ont l'immunité scénaristique. Pas du tout. Pas du tout, d'accord. J'y ai joué, hein, c'est rude. C'est rude. Il y a intérêt à bien agir en groupe, à protéger ses arrières, et si le combat arrive, il y a intérêt à être dos à dos avec ses camarades et être prêt à encaisser les coups. Hein, parce que c'est... Voilà. Donc les personnages ont des attributs qui sont assez intéressants, parce que on reprend un peu le côté de Fate Accelerated, qui sont plus des intentions d'action. Il y a la précision, l'astuce, la discrétion, la persuasion, l'agilité, la volonté, mais dans le sens je veux agir de telle manière. Donc
le fait d'avoir beaucoup en discrétion, ça peut être discrétion dans ses paroles, dans ses actes, etc. Et c'est plus une philosophie de personnage qu'une carac au sens strict. Voilà. Les valeurs vont aller entre 5 et 15 à peu près au démarrage. Okay. Et le système est assez simple, c'est on lance un D20, il faut faire en dessous. Effectivement. Voilà. La subtilité, c'est que tous les joueurs lancent les jets et que la difficulté du jet dépend de la valeur de la caractéristique de la personne en face. Et donc quand tu dis que tous les joueurs lancent les jets, en fait tu veux dire que les joueurs lancent tous les jets. Tous les GD, voilà. Voilà, ça. Et donc le MJ ne lance rien. Voilà. D'accord. Par exemple, si la personne en face a un 14 en volonté et qu'on essaie de lui mentir, la différence par rapport au 10, c'est le malus qu'on aura sur notre caractéristique. D'accord. C'est voilà. Ce qui, pareil, encore une fois, Shadow of the Demon Lord avec la différence par rapport à 10, qui est le bonus au GD, on a encore une fois, c'est un peu décalé, mais on a une philosophie qui est proche. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'effectivement, à la fois en termes d'affection mécanique, à la fois en termes de thématique, ces deux auteurs à Tatooine l'un de l'autre qui ont eu un petit peu la même envie. Quoi. Exactement. Une petite convergence intéressante. Une synchronicité. Et pour accompagner tout ça, les personnages ont des talents. Et ces talents, ça peut être aussi bien savoir monter à cheval, connaître les plantes, que manier l'arme à deux mains de façon balèze. Les talents ont 3 niveaux, novice, expert et maître. Okay. Et globalement, un personnage de départ, en comptant les talents de race, aura entre 4 et 6 talents à tout casser. Selon s'il se spécialise ou s'il essaie d'avoir plusieurs options. Et le jeu a une progression qui est à l'horizontale et pas à la verticale. C'est-à-dire que même on fait progresser un peu ses talents. Bon, ils ont que 3 niveaux. Globalement, l'idée, c'est quand même de se diversifier pour combler les manques du groupe et de pouvoir pallier à plus de situations. Et les caracs qu'on a au début du jeu ne changeront quasiment jamais. Et les points de vie sont dépendants d'une des caracs. Donc les points de vie qu'on a au début du jeu, c'est les points de vie qu'on aura au bout de 20 sessions. Ok. Voilà. Et il faut voir que les monstres les plus balèzes du jeu ont peut-être allé 2 fois, voire 3 fois pour des trucs, les points de vie des personnages, mais pas plus. Un bon méchant qui a un coup bien placé parce qu'on ne s'est pas protégé, on n'a pas pris de bonne solution, c'est down d'un coup. C'est tout à fait possible. Donc même c'est mortel pour tout le monde, et aussi bien pour les monstres. D'accord. Donc il faut vraiment, enfin c'est vraiment, voilà. Et c'est assez bien rendu par les règles, qui sont assez simples. La magie apporte la corruption. Évidemment. Thème classique. Voilà, c'est vrai qu'on est très là, Warhammer, etc. C'est vraiment dans ce genre de choses. Donc il y a des règles sur la corruption. Et il y a une petite touche particulière. Les personnages ont aussi ce qu'on appelle une ombre. Qui a une couleur, en fait c'est presque une aura, enfin c'est voilà, qui définit si l'essence interne du personnage est liée à la civilisation, à la nature ou aux ténèbres. Okay. Et on peut savoir si une personne est corrompue en voyant son ombre, donc il y a tout un tas de choses. Ça rappelle un petit peu les auras des exaltés aussi, plus on avance, plus elles sont visibles et plus on approche une... Et là, plus ça va, plus on peut devenir une sorte de... Enfin, quelque part d'incarnation d'une idéalisation. Si on aide beaucoup les elfes et la forêt, on peut basculer vers la nature... ou au contraire essayer de lutter, d'être pour la civilisation, etc. etc. Bon, arrête-moi si je me trompe, j'ai l'impression que tu es assez enthousiaste. Oui, je suis assez enthousiaste. Alors ça reste mécanique, puisque chaque trait, chaque arme, chaque sort, le système de jeu est au D20, mais les armes ont des dés différents pour les dommages. L'armure, c'est aussi un jet de dés. Ok. Donc c'est un peu particulier. C'est un petit peu mécanique, c'est pas extrêmement mécanique, à mon avis c'est un peu comme Shadow of the Demon Lord, soit qu'on suit son personnage à la progression, les progressions ne sont pas non plus faramineuses, ça va, mais bon il y a plein de petits détails, de petits trucs dont il faut se rappeler, et voilà, donc c'est un petit peu... Système peut-être un peu massif. Bon, si tu vois, enfin 100 pages c'est presque, enfin c'est un peu plus du tiers du bouquin qui est lié au système de jeu. Ah bon, il y a tous les sorts, il y a pas mal de choses. Donc c'est quand même... Pour la taille du bouquin, c'est relativement important. Mais toi qui l'as testé en jeu, ça marche, ça marche. Bon. Ça marche. Ça marche très très bien. Voilà. Faut s'y faire avec la réduction de la défense, tout, mais voilà. Le bestiaire est, j'ai envie de dire, réduit,
mais aux monstres importants et iconiques, c'est-à-dire les elfes qu'on va rencontrer, les morts-vivants, corruption, morts-vivants, etc. Des grosses créatures, des trolls, des machins, etc. Voilà, suffisamment utile. Et donc, comme je disais, le scénario de fin est vraiment bien pour apprendre vraiment ce que l'univers est censé apporter. Et honnêtement, faut jouer. Le but, c'est de jouer des réfugiés qui vont passer. Donc le mieux, c'est de jouer tous des humains, parce que essayer de trouver pourquoi il y a des gobelins qui sont dans le sud ou des changelins, c'est pas forcément facile. Mais après, si les joueurs si on peut s'accommoder, en y mettant un peu du sien, exactement. Ça va se trouver. Pour l'instant, sorti en VF, il y a un écran. J'ai envie de dire bof pour l'illustration. Elle est dans le ton du jeu. Le problème, c'est que tout est dans une espèce de brume, de marée, etc. Et on a une espèce d'énorme teinte verte autour avec quelques ombres par-dessus. J'ai pas été super passionnant. Les tables à l'intérieur font le boulot parce qu'on n'a pas tant que ça au final à connaître dans le jeu. L'intérieur de l'écran fait le boulot, mais j'ai pas trouvé que la couverture était. C'est pas le meilleur choix d'image, je pense. Et forcément, le premier supplément qui est sorti, c'est le guide du joueur avec des races en plus, des archétypes supplémentaires, des talents en plus. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ouais. Ce qui, donc, si on l'utilise, va rendre le jeu encore plus mécanique. Ça, c'est clair. Je l'ai juste feuilleté celui-là. J'ai pas regardé si les talents avaient l'air vraiment intéressants ou pas. Mais il y a au moins 2 ou 3 scénarios de solo qui sont parus. En VO et en VA anglaise. Il y a donc une campagne en plusieurs tomes qui est parue, il y a du suivi, il y a pas mal de choses. Et moi je trouve que pour un tout en un, il a ses petits défauts techniques, il est pas si original que ça, pas forcément hyper original. Par contre, il fait vraiment très bien le boulot et il tourne bien. Voilà. Ok, après à chacun de voir si ça correspond à un besoin qu'il a, s'il n'a pas. Et le bouquin est magnifique. Voilà. Dans tous les cas, achetez l'artbook, donc si vous pouvez. Non, on peut pas, parce qu'il est exclusif aux gens qui ont fait le financement participatif. Alors, dans tous les cas, donc agressez vos amis qui ont l'artbook pour le voler. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on est bien là ? Non, je pense que c'est bien. Je pense que si nos spectateurs ont des questions, on se fera plaisir d'y répondre comme d'habitude. Ou au besoin de compléter avec une brève s'il y a beaucoup de demandes, parce que je sais que le jeu a suscité beaucoup d'intérêt. Voilà, donc c'est comme ça qu'on conclut notre 11e épisode du podcast anonyme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à y aller franco sur les likes, nous avons besoin de likes. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires si vous avez des critiques, des demandes. Partagez des vidéos à vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents. Même vos amis non-rôlistes, c'est important que les gens sachent qu'on existe. Voilà. Et voilà, et puis on va conclure en vous souhaitant donc une bonne lecture. Et un bon jeu.